pense qu'on est tous capables de faire quelque chose d'extraordinaire sur Terre. Moi, mon truc, ça a été d'être médaillé olympique. Je pense que chacun à son échelle, chacun dans son domaine peut faire quelque chose qui peut peut-être même avoir un impact sur la vie d'une autre personne et changer sa vie, en fait. Et ça, c'est quand même quelque chose, si on prend le temps d'y réfléchir, c'est quand même quelque chose qui peut être extraordinaire, quoi. Hello, hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, bienvenue Sarah sur le podcast. Merci Loïc de me recevoir. Avec grand plaisir. Et ouais, une de plus. Alors, je suis très très content qu'on puisse avoir cet échange maintenant. Je crois qu'on a commencé à communiquer, ça devait être via LinkedIn, il y a peut-être plus d'un an. Je pense qu'il y a plus d'un an. Donc, tu vois, c'est le podcast de la résilience et de la détermination. Voilà, c'est bon, on l'a fait. Mais écoute, merci super de me content. En tout cas, c'est super cool. Bah écoute, avec grand plaisir. Je te dis très content que tu sois avec nous pour nous en dire un petit peu plus sur tes parcours, puisqu'il y a bien plusieurs parcours déjà que tu as mené. Et puis que tu nous parles un peu de tout ce que tu as accompli et de ce sur quoi tu te concentres aujourd'hui. Et je te propose tout simplement de commencer par nous dire qui est Sarah. Alors, donc, concrètement, ça va être coupé. Moi, je suis alors Sarah, effectivement, je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'étais en équipe de France d'escrime, à l'épée précisément, pendant plus de 25 ans, plus de 20 ans, on va dire. Je viens de la Guadeloupe, donc à 8000 km de Paris. J'ai pratiqué donc pendant plus de 20 ans justement ce sport qui était pendant longtemps en tout cas qualifié de sport un peu bourgeois. Et je viens d'un milieu assez modeste, très clairement. Voilà, donc pendant plus de 20 ans en équipe de France, j'ai été double championne du monde, enfin je le suis parce que c'est des titres qui ne se perdent pas, je suis double championne du monde et je suis médaillée olympique aux Jeux Olympiques d'Athènes, justement. Et en tant que fan de tech, de la tech, et surtout, moi j'imagine surtout ce qu'on peut faire avec la tech dans la vie de tous les jours et comment ça peut impacter socialement ou même environnementalement parlant ou dans d'autres domaines, en tout cas la vie de chacun. Je travaille maintenant dans la tech, justement. Je suis product manager. Là, actuellement, dans un cabinet de conseil qui s'appelle WeVoo, et mon client actuel de cette année, c'est Decathlon. Donc, je suis le product manager responsable au niveau back-end des data, donc tout ce qui est flux, au niveau du programme de fidélité de Decathlon France. Et on travaille justement avec une équipe pour le programme de fidélité monde aussi. Toujours côté data, par contre, de mon côté. Donc, plutôt excitant tout ça. Et à côté de ça, je suis aussi... j'ai monté une boîte entre guillemets de conseil. Je fais des conférences. J'essaie de lier cette partie sport et entreprise. Donc voilà. Et aussi du conseil au niveau du product, etc., etc. Et j'ai aussi comme projet de monter une école de la transmission du partage et lié aussi un peu à la tech vers les jeunes. Voilà. Génial. Bon. À côté de ça, je ne sais pas si je peux te parler des deux ONG pour lesquelles aussi, je suis active. Carrément. C'est quand même important, je pense. Je suis aussi au board de Premier de Cordée, qui est une association qui essaie de changer le regard sur le handicap et qui surtout vient au chevet d'enfants hospitalisés. Où là, justement, l'idée, c'est d'essayer un peu de changer leur quotidien, leurs après-midi en l'occurrence. Et en fait, ça a aussi un impact sur les parents,
de ces enfants hospitalisés. Un de nos parrains, c'est un gars pas trop connu qui s'appelle Kylian Mbappé. Et enfin, notre parrain, ambassadeur, pour le coup. Thierry Omeyer aussi, qui est un de nos ambassadeurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Les enfants, ils passent une après-midi avec une star, tu vois, foot, danse, enfin, peu importe. Et ça leur change quand même vachement leur quotidien de milieu hospitalier, forcément. Et ça, on sait bien sûr que tout ça, que ça a des impacts sur aussi comment récupérer, etc. Et puis une ONG de la paix que je montais avec d'autres personnes, avec comme ambassadeur Lilian Thuram et Jocelyne Berard du groupe CASSAV, où là, c'est une ONG autour de la paix qui cible un peu les jeunes de 6 à 12 ans, avec un événement majeur à la fin de l'année. Voilà. Donc c'est une présentation un peu longue, mais j'aurais peut-être dû la préparer, au moins comme ça aurait été un peu plus direct. Non, c'est parfait. Et écoute, en tout cas, déjà impressionnant de voir tout ce sur quoi tu t'impliques. Et puis moi, j'ai déjà plein de questions qui me viennent en tête, tu vois, sur cette transition entre sport de haut niveau et la tech. C'est vrai que souvent, il y a un peu des parcours, tu vois, dans les reconversions, c'est marrant, mais tu as des univers où il y a des reconversions un peu classiques, entre guillemets, tu vois. Dans le judo, c'était beaucoup kiné, par exemple. Et plein de judokas, quand ils s'arrêtaient, ils passaient sur kiné. Beaucoup de sport, dans le tu vois, dans les forces spéciales, enfin les militaires en général, c'est souvent la sécurité ou tu vois ce genre de domaine. Mais je crois que c'est la première fois que j'ai une transition comme ça, enfin que je peux échanger avec quelqu'un qui passe du sport de niveau à la tech. Donc ça va être super intéressant. Écoute, peut-être première question, c'est par rapport. Alors, je te disais en off, j'ai eu la chance d'accueillir il y a quelques temps. Donc, tu vois, j'ai pas eu d'escrimeuse ni d'escrimeur pendant un long moment sur le podcast. Et puis d'un coup, boum, Jade, puis toi. Donc, elle nous a un peu expliqué les spécificités du fleuret. Et je pense, enfin, voilà, les règles générales de l'escrime. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui différencie l'épée des autres armes ou pas forcément? Ouais, alors Jade, oui, je vois qui c'est du coup. Le fleuret, effectivement, c'est l'arme conventionnelle par laquelle on commence généralement. C'est une arme de priorité, justement. Celui qui allonge le bras est prioritaire. Enfin, il y a plein de règles. Le sabre, c'est l'arme la plus légère. Je pense qu'elle a dû le dire. Un peu arme de cavalerie. Le fleuret, je crois que c'est plutôt une arme de précision qui est un petit peu moins légère. Et on touche essentiellement le haut du corps avec le fleuret et le sabre, enfin, quelques précisions près. Tandis que l'épée, c'est vraiment plutôt un jeu d'échecs. C'est l'arme la plus lourde. La coquille est plus lourde, enfin, la lame aussi est plus lourde. Et en fait, là, l'idée, c'est de toucher son adversaire sans se faire toucher. Parce que la différence avec les deux autres, c'est qu'il n'y a pas de, on peut se toucher en même temps. Donc c'est vraiment, c'est vraiment le jeu d'échecs. Je t'amène à penser que c'est toi qui as pris la décision d'avancer vers moi pour en fait te prendre le fer et te maroiver la tête, quoi, en fait. Et toi, tu es persuadé que c'est toi qui as décidé de cette action-là. Donc c'est un vrai jeu de stratégie et d'échecs. C'est vraiment le truc que j'aime le plus dans cette arme. Et du coup, on peut toucher de la tête aux pieds. C'est aussi cette spécialité, cette particularité, c'est que toutes les zones du corps sont valables. Excellent, excellent. Et alors, tu nous disais que ça a été pendant longtemps l'escrime un sport plutôt bourgeois, mais que c'est pas vraiment. Enfin, toi, tu viens d'un environnement plutôt, Modeste. enfin, pas forcément bourgeois. Comment est-ce que tu es tombé dans l'escrime et est-ce que ça s'est fait du coup en Guadeloupe ou est-ce que tu étais en France au moment où tu as découvert ce sport? Non, j'étais en Guadeloupe. Alors, en fait, j'ai trois grands frères de plus 9, plus 8 et plus 7 ans, plus que moi, en fait, alors à cette époque-là, mes parents voyageaient beaucoup puisque mon père était militaire. Donc, ils ont quitté l'Afrique et ils sont partis à Berlin. Et de Berlin, ils sont rentrés, enfin, quelques temps, et puis ils sont rentrés en Guadeloupe, d'où ils viennent à la base. Sauf qu'ils sont rentrés pendant l'année scolaire et il ne restait que l'escrime comme sport. Donc finalement, mes parents ont inscrit mes trois frères à l'escrime, mais c'est pas du tout le sport qu'ils voulaient faire. Bon, il s'avère que ça s'est bien passé, mais surtout à côté de ça, mes parents voulaient en fait avoir une fille, mais depuis le début. Et donc à trois reprises, ça n'a pas fonctionné. Et puis 7 ans après le troisième, en tout cas,
voilà, j'apparais. Et ma mère, c'était les clichés vraiment complets hein, là-dessus. Donc les couettes, la danse, la jupe, vraiment tout l'opposé de moi. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et du coup, ben, j'allais à la danse tous les mercredis parce que ben, voilà, ma mère voulait absolument que je fasse de la danse. Moi, je n'aimais pas ça. Et un jour, ma prof de danse a été malade. Du coup, mon frère qui me déposait à la danse avant de donner des cours d'escrime à des tout petits m'a amené à son cours et puis j'ai commencé comme ça. Et j'y suis resté parce que j'aimais bien ce côté un peu guerrier, tu vois, aller voir un peu gueuler tout en se respectant. Et, et ça, j'ai toujours trouvé ça super kiffant en fait. Donc, au début, pendant les premières années, j'étais très souvent dernière. Ça a duré pendant quand même pas mal de temps. Mon meilleur résultat, c'était avant-dernière, mais je kiffais c'était vraiment un sport plaisir, quoi. Donc, voilà, ça a commencé comme ça et perduré comme ça, quelques temps. Et à quel moment est-ce que du coup le switch vers le haut niveau s'est fait? Euh, Quand, vers mes 10 ans et demi, 10 ans à peu près, un nouvel entraîneur est arrivé. On a ouvert une espèce de section sport-études en Guadeloupe, au Crêpes. Et je suis passé du fleuret, justement, j'ai commencé à l'épée assez rapidement. Et ça allait relativement bien. Et en fait, à 10 ans, quand cet entraîneur est arrivé, ça a tout changé parce que il y a Jackie Reyes d'ailleurs, qui, moi, enfin, je suis pas la seule, mais en tout cas, il nous a permis de croire qu'on pouvait faire quelque chose. Et ça a été mes premiers, 11 ans, enfin, à la fin de la saison, j'ai fait mes premiers championnats de France et j'ai fait troisième, avec une déception horrible, parce que j'avais l'impression que le monde s'écroulait alors que c'était la première fois et que forcément aucun d'entre nous n'était attendu, quoi. Mais bon, ça s'est fait là. Donc là, ça, c'était le moment déclencheur. Et je me suis dit, bah, en fait, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Voilà. Donc très rapidement, en junior, j'ai intégré l'équipe de France, tout en étant en Guadeloupe, donc en faisant les allers-retours. Ah Parce ouais, que la majorité des compètes se faisaient en Europe, ce qui signifiait que je devais aussi récupérer les cours. Enfin, une organisation assez dingue pendant quelques années. Mais voilà, ouais. ça Oh, forge punaise. aussi. Ouais, j'imagine. Sachant que t'as un palmarès qui est quand même impressionnant. Tu disais double championne du monde, Ah, médaillée olympique et troisième au championnat d'Europe, c'est ça? il y a plus que ça, Ah non, mais championne d'Europe. Ah oui, ouais, mais ouais, je exact. garde essentiellement Ouais, monde et olympique, c'est ce qui compte le ouais, plus. ouais. Et ce parcours, ouais, tu vois, je suis sur la page Championne de la de. Guadeloupe, on peut compter aussi, hein. Ouais, oui. Euh, Ça veut dire. et du coup, ton chemin, si tu devais le résumer, ton chemin de, tu vois, ces premiers championnats de France où tu as été déçu alors que tu finis troisième sur des premiers championnats, enfin, c'est juste ouf, jusqu'au jeu à Athènes, ça a été quoi si tu devais le résumer aujourd'hui? En deux mots, je dirais embûche et résistance. Parce que j'ai été blessé quand même plusieurs fois. Ensuite, parce que ben, le sport de haut niveau, ben, on se fait des amis, comme partout dans le sport, mais de haut niveau, ça signifie qu'à un moment donné, il y a des gens qu'on dérange et qui nous le font savoir d'une autre manière, parce que voilà, il y a que trois places de titulaire et une remplaçante, très clairement. Donc voilà, ce serait plutôt de ça les embûches. Et puis résistance, parce que ben, on résiste aussi bien à la pression de la presse, de la famille, des attentes de chacun ou les peurs même de chacun, mais aussi de ses adversaires qui sont aussi nos partenaires d'entraînement. C'est aussi ça la difficulté chez nous, enfin, dans le niveau, je pense, de toute façon, de toute manière. Et parce qu'en fait, pour atteindre quand même cet objectif olympique, je pense que tu as envie et besoin de motivation, d'avoir un objectif, d'avoir des étapes, de valider les trucs, mais tu as aussi besoin d'être résistant sur la longueur, quoi. Parce qu'une Hmm. Olympiade, ça se fait pas sur 2 mois, mais sur plusieurs années, quoi, pour le coup. Ouais, je dirais peut-être ça. Enfin, je peux dire plein de choses, mais je garderai ça comme ça en tête, quoi. Ok. Donc résilience, résistance et surmonter les obstacles. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors,
comment est-ce que tu t'es senti si, je sais pas, tu vois, c'est un peu un mythe, enfin un mythe. C'est un peu une croyance en tout cas que j'ai que, tu vois, sur ce genre d'événements comme les JO, qu'il y a forcément énormément d'émotions au moment de la médaille. Et en fait, j'ai déjà discuté avec des médaillés olympiques qui m'ont dit, bah en fait non, tu vois, c'était pas fou ou parfois même je le regrette parce que ça a changé trop de choses dans ma vie où Ouais. j'avais trop d'attentes. Donc je suis toujours un peu curieux de savoir pour toi, à quoi est-ce que ça ressemblait? C'est-à-dire, est-ce que entre tes premiers championnats de France où tu finis troisième et t'es déçu alors que c'est ouf, et les JO où tu finis aussi troisième, ce qui est complètement fou quelques années plus tard, ça a été quoi la différence en termes d'émotion, de ressenti? Alors, moi, je vois deux phases différentes, celle du podium et aussi celle de la préparation et compète. Et je Hmm. pense que c'est là que, en fait, moi, à 16 ans, j'ai vu Laura Flessel. Moi, je suis une tarée hein, de sport et surtout de NBA. Enfin, en Guadeloupe, c'était pratique pour les horaires. Donc ici, tu es obligé de te lever pour regarder les matchs. Mais de foot américain, de judo, enfin, je me lève pour le sport, quoi. Ouais. Et les jeux, bah, j'en rate pas. D'hiver non plus. Donc, ce qui fait que j'étais. Les Jeux d'Atlanta à 16 ans, 96, je les regarde et je vois Laura Flessel, donc, qui était une des collègues, enfin coéquipière de mes frères quand j'étais toute petite, qui m'a quasi changé les couches, devenir la première championne olympique à l'épi. Elle vient de milieu encore plus modeste que le mien. Elle a toujours, enfin, elle a galéré, mais elle s'est imposée. Et puis elle a été la première championne olympique. Moi, ce jour-là, je me suis dit, ben, moi, je veux ça et ça va arriver, quoi. C'est pas une question de prétention, mais j'étais convaincu que j'allais être médaillée olympique à partir de ce moment-là. Bien sûr, c'était mon rêve et énormément de personnes n'y croyaient pas. Mais ça, c'était pas grave parce que c'était mon truc et que, ben, entre leur peur et leur projection, je les laissais dans leur truc. Et puis, bon, bref. Après, voilà, il y a eu tout le parcours, etc., etc. Et cetera. Et en fait, sur la période olympique même, tu t'entraînes tellement et tu te mets tellement en phase euh, d'atteindre ton objectif qu'en fait, le jour J, bah, tu vois, moi, je vais te raconter un truc très con, mais le jour de la compète, moi, j'étais pas au village olympique à cette période-là. Enfin, je dormais avec les remplaçants, un appartement pas très loin de la compète d'escrime, d'escrime judo, taekwondo. Généralement, on est ensemble. Voilà. Et en fait, la veille au soir, quelques-uns de la tête qui avaient déjà fini leur compète, plus copains, copines, enfin, etc., étaient sortis la veille et s'étaient couchés un peu tard. Ils étaient rentrés un peu fracassés dans l'appart et assez tôt. Bon, bref, on peut dire que j'avais été un peu réveillé, quoi. Mais pas plus que ça, tu vois. Moi, je me suis réveillé, tu vois. J'aurais imaginé que ce jour-là, ce matin-là, j'aurais été super stress, mon petit-déj, impossible de manger, etc. En fait, non, j'étais paisible, j'étais calme, et je pense que c'est une des compètes où j'étais le plus calme de toute ma carrière. C'est ça qui est Ah complètement oui. fou. Et à tel point qu'il y a un des gars qui est sorti un peu déchiré, qui est rentré un peu déchiré le matin, dans un état, bon bref, quand je l'ai vu dans le salon, ça m'a un peu embêté pour lui, j'ai ramené une petite couverture, tu vois, je me suis occupé de lui 5 secondes, j'ai pris mon petit déj tranquille, j'étais bien. Et le jour de la compète, ben, ça se passe aussi plus ou moins bien. On perd en demi, mais bon, peu importe. Finalement, la compète se passe avec tranquillité. Il y a quand même des moments où on aurait pu faire autrement, mais voilà. Et finalement, les émotions, elles viennent sur le podium. On t'annonce déjà, tu dis, waouh, c'est les jeux, le monde entier te regarde, ça fait déjà quelque chose. Mais quand tu montes sur le podium, t'es contente et tout, et puis 5 secondes après, putain, il n'y a plus personne. Moi, j'étais en C'est larmes vrai. complètes, j'étais en chiale, c'était comme si mais c'est monté d'un coup, je pouvais plus, tu vois, plus me retenir. Et je repensais à tout ça, je me disais, putain, j'ai pas vu mes neveux grandir, ils étaient tout jeunes. Enfin, il y a plein de choses que j'ai plus ou moins ratées par choix, par ce choix-là, et j'étais sur le podium en train de chialer, et je me disais, bah, on l'a fait parce que je crois éperdument que oui, cette médaille, je l'ai eue avec mes 3 autres collègues, mais je l'ai eue aussi avec ma famille, avec mes amis, et même ces personnes qui croyaient pas à ce projet, à ce rêve à 16 ans, et qui finalement sont rentrées, ils ont dit, ah, tu vois, et ça, c'est bon, quoi. Donc, ouais, beaucoup d'émotions, mais vraiment sur ce moment podium, quoi. Ouais. Après, je sais que, bah, tu vois, c'était pas les premiers jeux.
Et pour autant, moi, j'appelle pas ça des sacrifices, mais ce sont des choix importants qui font que tu attends tellement que quand t'as pas, tu as l'impression que déjà parfois tu peux avoir ce sentiment de honte parce que tu représentes ton pays et que tu n'atteins pas ton objectif et qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur toi. Et ça, il y a beaucoup d'athlètes qui le vivent mal. Tu attends tellement que tu te dis ça va te changer la vie et parfois la presse fait que la presse te défonce aussi et que finalement tu te retrouves sur un piédestal sous terre quoi. C'est très bizarre. Alors déjà en France on a une culture au sport par rapport au sport qui est assez bizarre, rien à voir avec les États-Unis et autres, mais on a une espèce de respect, irrespect en même temps des sportifs qui est trop présent et on passe de dieu ou déesse alors que déjà on est juste des êtres humains qui, à un moment donné, faisons le pas de switcher et de changer les choses dans notre carrière, on n'est plus rien. Et donc, ça peut être super dangereux en fait. Ça peut vraiment, et je peux comprendre qu'il y ait des athlètes qui l'aient très souvent mal vécu, quoi. Totalement même. C'est vraiment super intéressant parce qu'avec Jade, en fait, ce qu'elle nous expliquait, c'est que tu nous diras si toi c'était la même chose, mais c'est qu'il y a que de mémoire les 3 premières pour qui les frais, tout ce qui est frais de déplacement, équipement, etc., sont complètement pris en charge. Et que pour les autres, en fait, il faut se débrouiller, quoi. Ce qui n'est pas forcément évident à un moment où tu es étudiant, tu es en train de, tu vois, peut-être potentiellement chercher un premier job en parallèle. Alors qu'aux États-Unis, c'est carrément l'inverse, en fait. C'est ce que tu disais, tu vois, tu as un piédestal, voilà, le sportif est carrément valorisé. Son statut. Ouais, exactement, ouais, exactement. Est-ce que tu penses que toi, enfin, j'imagine que ça a forcément un impact, mais à quel point est-ce que tu dirais que ça impacte tu vois, l'attrait du sport de haut niveau pour des jeunes Français, des jeunes Françaises, et potentiellement la performance, parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Quand tu sais que tu n'as pas à chercher un contrat pour manger autre chose que des pâtes à la fin du mois, je pense mentalement, tu es déjà un peu plus serein pour tes entraînements, quoi. Alors, je vais rebondir sur Jade et te répondre. Enfin, ce que disait Jade, c'est mieux que rebondir sur elle et te répondre. Désolé, Jade. En fait, c'est encore d'actualité. Alors après, c'est pas forcément comme le cas à l'escrime. Si on regarde le tournoi ATP, c'est quand même, il y a quand même ce truc qui est un peu proche. Il y a des gens qui passent à la télé. Beaucoup de personnes pensent parce que tu es sportif de haut niveau, que tu passes à la télé, que tu gagnes bien ta vie, que ceci, que cela, ce qui n'est pas forcément le cas. Beaucoup de sportifs sont au SMIC ou parfois en dessous. Moi, il y est arrivé une période où en équipe de France, ça a été très compliqué, où j'ai été malade, mais en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec une entrée d'argent, beaucoup de personnes autour, parce que là, tu as toujours beaucoup de personnes autour, avec finalement plus personne et juste ma famille, et même une période où j'allais me coucher tôt parce que j'avais juste pas à manger quoi, le soir, qu'on se le dise. Après, ouais, mais bon, ça fait... c'est comme ça, voilà, c'est juste comme ça. Dans l'escrime, et comme dans beaucoup de sports, quand tu es dans les 3 premières de ton arme, moi je vais prendre l'épée pour le coup, effectivement, tu as peut-être même plus la fédération qui prend en charge tous tes déplacements. L'escrime, c'est un sport qui est quand même relativement cher. La tenue qu'on porte, c'est du Kevlar, c'est-à-dire un matériau qui est utilisé pour les gilets pare-balles. Donc autant vous dire que ça coûte pas 2 euros, quoi. Les épées coûtent cher, le masque, enfin, juste la sécurité déjà, voilà. Généralement, les équipementiers, les clubs prennent quand même une charge, à charge, enfin, selon le classement, selon qui tu es, comment ça fonctionne, enfin, tu as plus ou moins quelque chose à payer. Ensuite, les déplacements, on en fait partout dans le monde, donc ça coûte aussi bonbon. Si t'es pas dans les premières prises en charge, il est évident que il faut que tu aies un club ou une région qui te soutienne, quoi. Alors déjà, si tu es en Ile-de-France, il vaut mieux que ça soit ton club parce que la région, il y a tellement d'athlètes que la région file plus de thunes. Et ça, c'est compliqué et c'est chaud. Après, pour la question d'impact, ouais, il y a beaucoup d'athlètes dans beaucoup de sports. Ça a l'air général ou générique ce que je dis en disant, ouais, elle dit il y a beaucoup d'athlètes et tout machin. En fait, je parle pas juste de choses qui semblent évidentes. En fait, ce que je dis, je parle de choses avec des personnes qui ont vécu ces situations-là. Donc, c'est pas juste quand je dis il y a beaucoup d'athlètes, j'en connais beaucoup et effectivement, il y en a beaucoup qui prétendaient à des médailles olympiques, qui étaient prétendants à des médailles mondiales ou qui avaient déjà entamé ce genre un bon palmarès et qui en fait ont été obligés d'arrêter parce que financièrement c'est juste pas possible pour eux quoi.
Donc oui, ça a un impact parce que tu commences à t'ouvrir et à être fort dans ce que tu fais, sachant que tu fais le choix de te concentrer sur ton sport pendant une période, donc soit de pas continuer tes études, ou soit au lieu de faire, tu vois, un master en 5 ans, tu le fais en 6 ou 7 ou moins, ça, enfin, peu importe, ou une licence, enfin, on s'en fout, mais en tout cas, t'étales ton truc, ta formation, tu travailles, tu mets ton travail de côté si c'est pas tes études, ou tu essaies de t'arranger avec ton employeur, ce qui est rarement le cas, hein. Ça fonctionne très peu, qu'on se le dise. En fait, c'est très vicieux parce que les premiers sont pris en charge par leur fédération pour partir. Les premiers ont des sponsors qui ont de l'argent, enfin qui leur filent de l'argent. Les premiers ont parfois des contrats avec des sociétés pour pouvoir bosser ou être totalement détachés et partir en compète. Mais en fait, quand tu es au niveau 0 pour arriver au niveau premier, bah, c'est là que tu as toutes les embûches. Et là, ça aurait été cool que des boîtes justement s'intéressent pas à des plus jeunes, ou même des personnes qui sont aux portes de l'équipe de France, ou qui sont en équipe de France, qui sont pas dans les 3 premières, qui sont peut-être quatrième, tu vois, c'est très con, mais c'est juste filer, parce que les boîtes imaginent qu'il faut toujours, tu vois, on n'est pas tous Teddy Riner, on n'a pas tous besoin bref, je pense que il y a des athlètes, tu leur files déjà 1 500 € par mois ou même 5 000 € sur une année. Alors déjà, toi, au niveau des fiscs, tu peux trouver des moyens de trucs. Et puis 5 000 € sur une année, sur une boîte, c'est pas si énorme que ça. Tandis que ça peut changer la carrière, le début de carrière d'un athlète, quoi. Ouais. Et ouais, bien sûr, ça joue parce que ça amène de la déception, ça amène du stress sans arrêt. Tu sais pas comment tu vas partir en compète, tu sais pas comment tu vas manger parfois, tu sais pas comment tu vas, enfin, tu vois, vivre tout simplement, payer ton loyer. Et puis ça amène du coup aussi de la dépression et parfois aussi l'arrêt du sport, quoi, ou l'arrêt d'un des deux, donc, parce que c'est ingérable. Donc enfin, le système est un peu mal pensé, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Mm. Perso, si j'avais une boîte, même sans gagner des millions, je pense que j'investirais sur un athlète, pas forcément super hyper connu, mais qui est déjà en équipe de France et tu lui files 10 000 € sur l'année, putain, le gars, ça lui change sa vie, quoi. Ça lui change sa vie. Et Ouais. puis toi, s'il a une médaille olympique derrière, côté com, c'est intéressant aussi, quoi. Donc si vous Ouais, écoutez les c'est sûr. frappés. Ouais, c'est sûr. Bah écoute, c'est marrant que tu en parles parce que voilà, j'ai créé une boîte en septembre avec un copain, on s'est associés. Et moi, ça fait partie des choses, tu vois, ça fait partie de mes objectifs un peu idéalistes. Enfin, au final, pas si idéaliste que ça, tu vois, parce que comme tu le dis, 5 000 €, ça peut faire une énorme différence. Et à l'échelle d'une boîte, c'est pas énorme. Mais moi, ça fait partie des choses, tu vois, où si on arrive à le faire de manière régulière, accompagner des sportifs, des aventurières pro ou voilà, ce genre de profil qui sont pas hyper médiatisés et pour qui une petite contribution Ouais, c'est la fait une grosse différence. différence. Franchement, si on arrive à faire ça dans la durée, pour moi, ce serait génial, quoi. Je trouverais ça fabuleux. Bravo. Donc, ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Ouais, j'espère que. Je sais pas si ça existe, tu vois, s'il y a des initiatives qui existent pour soutenir des sportifs peut-être moins visibles, moins connus. Parce que, Alors comme tu après, il y dis, a s'ils sont moins connus, d'un point de vue com, pour le coup, c'est quoi? C'est du mécénat, en fait. Après, On ça tombe aussi, plutôt c'est là-dedans, non? vicieux parce que justement, comme tu es moins connu, ça veut pas dire que tu es moins performant. Mais en Ouais, plus, du coup, comment ça s'appelle, la presse et les médias sont moins autour au moins, eh oui. moins autour de toi, quoi. Donc, c'est assez vicieux. Moi, les seuls trucs que je connais actuellement, c'est plutôt alors, soit les plateformes de, ben voilà, tu t'inscris et tu dis, ben voilà, j'ai besoin de récupérer, enfin de récolter 50 000 € sur l'année pour pouvoir me qualifier pour les Jeux. Et puis, je me rappelle plus ces sites, mais bon, tu vois de quoi je parle, des Ouais. sites, voilà. Crowdfunding ou. Ouais, exactement. Un truc de genre. Ensuite, tu as, et là ça dépend aussi de ton niveau, tu as le pack de performance. Moi j'en ai bénéficié à un moment donné. C'est une fondation qui a été créée par Thierry Braillard, qui était pas ministre des Sports, mais chargé de je sais plus quoi au ministère des Sports. Voilà, c'est aussi un titre. Que j'aime beaucoup. Ils font souvent ça, les politiques. Ils se trompent, ils font un truc, oui, que j'aime beaucoup. Bon, bref. Et salut Thierry. Et en fait, ce pack de performance te permet de signer avec une boîte un contrat qui te permet d'être soit totalement détaché à bosser, je sais pas, peut-être 65%, 75% de ton temps
Et le reste du temps où tu pars en compète, où tu pars en entraînement, donc moi, je bossais par exemple à 65%, 70%, 70%, quelque chose comme ça. Et les 30% restants, donc j'allais à l'entraînement ou en compétition. Et en fait, le reste, le manque à gagner, si on va dire ça comme ça, est payé par le ministère des Sports directement à la boîte. D'accord. Ok. Donc ça c'est royal. Après, tu as les douanes et l'armée, etc., qui ont le même principe où là, tu es totalement détaché. C'est des contrats d'image, non? C'est ça, de Ouais, mémoire? Il tu y as en aussi avait. les Ouais. contrats d'image, c'est encore autre chose, mais c'est à peu près le même principe. Voilà. Ok. Mais tout ça, c'est pas simple et il n'y a pas de plateforme, effectivement, où tu as un peu de tout. Enfin, moi que ça existe sans que ça se sache. Mais en tout cas, peu d'athlètes de l'INSEP sont. Enfin, moi, je connais aucun athlète de l'INSEP au courant d'un projet Ouais. comme ça. Ce serait top par contre. Ouais, c'est clair. Bon, bah là, tu vois, il y a une idée. On en reparlera, on créera un truc, on fera quelque chose. Surtout qu'en no ou en low code, ça peut aller relativement vite. Hein, si Bah tu ouais, regardes c'est bien en clair. fait. C'est ça. Ouais, bah ça va faire une bonne transition là du coup. Mais peut-être juste avant qu'on passe à ce que tu fais aujourd'hui et justement comment s'est faite la transition. Euh, tu l'expliquais, tu as commencé quand même, enfin, t'as atteint très tôt le haut niveau, 13 ans, hein, c'est ça? Ouais, 14 ans à peu près. Ouais, Ouais, 13, 14, ouais. ce qui est quand même vraiment tôt. S'il y a des auditeurs, des auditrices régulières, ils doivent commencer à en avoir un peu marre, mais très souvent avec les sportifs de haut niveau, en fait, enfin, je pose toujours la question de Ouais. l'identité, de la construction identitaire, tu vois. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué avec le judo, où je me suis, j'étais en équipe de France à l'adolescence, tu vois, donc ça a vraiment contribué à me forger. Et je serais curieux de savoir, toi, maintenant, avec du recul, maintenant que tu as. Je sais pas, d'ailleurs, tu continues l'escrime ou tu as Non, arrêté? non, j'ai T'as arrêté. arrêté. J'ai eu un Ok. accident de voiture en fin de carrière et j'ai eu du mal à revenir pour me qualifier pour les JO et j'ai jamais retrouvé mon niveau de base déjà, donc niveau JO Ouais. encore moins. Puis j'ai arrêté Ouais. comme ça. Ok. Bon. Bon, maintenant que tu as arrêté, c'est quoi toi ton analyse sur la façon dont l'escrime et le sport de haut niveau en général a contribué à forger la Sarah que tu es aujourd'hui? Oh putain. Alors, à 90%, 80, 85%, 80, 85. Oui, quand même. Beaucoup. Alors, déjà, moi, je parlerai de la première chance que j'ai eue avant d'escrime, c'est d'avoir des parents super présents qui étaient là pour nous. Et la grande vraiment chance avec eux, en plus d'être présents, c'est de nous dire que ben, si tu veux, si tu as un objectif, en fait, alors ma mère, c'était tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, et tu peux y arriver, être numéro un. Parce que ma mère était soit un, soit rien. Après, elle a compris qu'il y avait 3 places sur le podium, mais elle a pas élargi plus. Bon, ça c'est ma mère, un petit peu exigeante. Et mon père avec plus ce truc de, en fait, si tu peux faire tout ce que tu veux. Et je trouve que c'est génial déjà d'avoir, de se dire ben, à 12 ans, à 11 ans, je pense même que c'était par là, que tu as la possibilité de croire que tu peux tout faire en fait. Il n'y a pas de frein. Donc Hmm. déjà c'est bien, moi cette histoire de frein déjà, ça c'est plutôt cool. Après le sport, bah franchement, la résilience, tu as un objectif, comment l'atteindre et tu vois, ça, je fais le transfert dans le boulot de tous les jours, surtout dans la data. Là, comme je te disais, aujourd'hui, je suis cramé ces derniers jours parce que on est dans du rush sans arrêt. Là, je suis en mode pompier depuis plusieurs jours et tu vois, ça, l'escrime ou le sport, de toute façon, d'une manière générale, ça t'apprend aussi que tu as cet objectif-là et que tu peux y arriver. Et comment y arriver. Et quand tu vois tes collègues en train de paniquer en disant on va pas y arriver, tu essaies de les raisonner, même si toi, intérieurement, parfois ça brûle, mais tu essaies de leur dire bah, en fait, on va y arriver ensemble, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc, ça joue dans mon métier d'aujourd'hui. Ouais. Et forcément, ben, ça joue aussi sur qui je suis parce que ouais, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de connaître des choses folles. On est quand même des milliards sur Terre, on est quelques milliers à avoir fait les Jeux et encore quelques milliers à être médaillés. Tu te dis, moi au début, je trouvais que c'était bien, tu vois. Jusqu'à, en fait, il y a quelques années, mais vraiment pas longtemps quand même, j'ai compris que la médaille olympique, ça rendait fou les gens. Et quand j'en parle, tu vois, ils ont les yeux dingues. Et je me suis dit, putain, t'as envie de faire des trucs socialement, en fait, il faut te servir de ça parce que
parce que ça peut vraiment amener à changer la vie c'est ça que tu veux faire, tu veux avoir cet impact-là, donc certain. Donc ça aussi, bon, je parle un peu dans tous les sens, mais concrètement, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris le respect, ça m'a appris beaucoup sur moi et ça m'a appris beaucoup aussi sur les relations avec les autres. Et ça, dans le boulot, ça joue beaucoup. Parce qu'autant dans le sport, on peut s'expliquer assez rapidement, sans en revenir forcément au physique, mais on peut se parler crûment et directement. Au boulot, déjà, c'est un peu plus modéré, mais ce qui est bien, c'est que dans les groupes, il y a toujours des profils qui sont assez similaires. Donc, moi, quand j'arrive dans une boîte, il y a quand même des gens où, dès le départ, je me dis « Ah, toi, il va falloir que je me méfie de toi parce que tu peux me la faire à l'envers. » Et ça vient du sport. Et au bout de 6 mois, tu te rends compte « Bah, ah, oui, c'est vrai, il a essayé de me la faire à l'envers. » Et ça, c'est génial. Parce que tu gagnes du temps sur énormément de choses. Ça, c'est plutôt cool. Excellent. Bon. Donc tu disais, tu as mentionné tout à l'heure que tu as eu un gros accident. Est-ce que c'est ça qui fait que tu as eu une transition du coup peut-être qui arrivait un peu plus vite que ce que tu avais imaginé, ou c'était de toute façon le moment où tu étais en train de remettre l'épée au fourreau? Oh, le jeu de mots. Oh là, grand respect là, parfait. Bah, Jade, elle t'a mise. C'est ta recherche perso ou c'est Jade là, qui t'a. Non, c'est moi, tu vois. Ok, parfait. Moi. Bon, c'est ça, c'est pour moi. Fan de Moyen-Âge, voilà. Ok, ça marche. C'est vrai que pour moi, ça se rapprochait. Alors, c'était les Jeux de Rio. Donc, j'ai eu un accident de voiture en 2014, les Jeux, c'était en 2016. Un mec qui regardait son téléphone pendant qu'il conduisait, hein, normal. J'étais à l'arrêt, j'ai pris toute la vitesse dans la tronche. Donc là, j'ai été arrêté quand même pas mal de mois. Morphine aussi pendant pas mal de mois. J'ai vraiment morflé pendant 2 ans et demi. C'était l'horreur, quoi. Et je dormais pas. Enfin, j'avais mal tout le temps. Bon, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, c'est que j'ai jamais retrouvé mon niveau de base pour essayer de me qualifier au jeu. Après quand même 1 an de retard par rapport aux autres, j'ai pu reprendre la compétition. Enfin, une fois que j'étais plus en danger, j'ai pu reprendre la compète. Mais je morflais tellement et bon, voilà, ça s'est arrêté comme ça. Au début, c'était assez violent et difficile parce que j'imaginais pas une fin comme ça, et ce qui est normal. Et jusqu'à ce que mon neurologue me dise, bah en fait, t'es passé pas bien loin, quoi. Donc, tu dis bon, ok, je suis en vie, je suis debout, on va arrêter de. Enfin, ça te permet de relativiser en fait. Donc déjà, ça va. Après, pour revenir à la transition avec la tech, parce que je pense que c'est ça. Moi, j'ai toujours été fan de technologie. Je peux pas te dire pourquoi ni en quoi, mais par contre, j'ai toujours imaginé que on peut s'en servir pour faire énormément de choses. Je sais pas, essayer il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Il y a tellement de choses qui se passent sur Terre. Et je reste persuadé que l'humain est important et que la techno peut aussi amener certaines choses. Bon, bien sûr, il faut savoir correctement s'en servir. Et puis surtout, si l'idée principale, c'est de faire de l'argent, hein, ça va pas forcément fonctionner. Sauf si on écrase les mêmes populations qui sont déjà dans la merde. Bon, certaines boîtes vont se reconnaître. Après, dans le truc, c'est que donc du coup, moi, déjà avant ma fin de carrière, j'essayais de travailler déjà dans ce milieu-là, dans la tech. J'avais fait une formation, j'avais fait un master en management et marketing. Et j'avais vraiment pas envie de reprendre 5 ou 8 années d'études, très clairement. Donc, j'ai encore fait un truc à la Sarah, c'est-à-dire que j'ai appris avec YouTube. Pour moi, c'est une école géniale, YouTube. En plus, tu vois, la data, c'est 8 ans, quoi. Bosser dans la data, c'est 8 ans, c'est long, et puis tu vois toujours les mêmes profils. Donc, j'ai appris sur YouTube, très clairement. Les MOOC, j'ai lu, par contre, j'ai bouffé. Hein. Je peux te dire que après les entraînements, où je rentrais déjà des entraînements qui finissaient à 22h, le temps de rentrer chez toi, à manger, bref, entre minuit, 2h, 3h, parfois 4h du mat, j'étais là et j'étais vraiment à fond quand j'ai un projet en tête, disons que je suis un petit peu à 100% dedans, pas plus. Et du coup, j'ai comme ça appris comme ça sur le web, et voulant travailler dans la data, et que concrètement, j'étais pas légitime de quoi que ce soit dans la data. J'ai essayé de j'ai utilisé le monde de la technologie pour me faire remarquer. J'ai commencé à relayer des articles sur le sport,
ensuite donner mon avis sur ces articles dans le sport. J'ai commencé à relier des articles dans le digital, le digital dans le sport, puis donner mon avis. Après, j'ai relayé dans la data, et ensuite la data dans le sport, et donner mon avis. Ensuite, la data, et donner mon avis. Ce qui fait que petit à petit, je suis devenu micro-influenceur en fait dans tout ce qui est tech dans le sport. Donc ça, c'était plutôt cool. J'ai eu ensuite le Figaro, j'ai eu des boîtes qui sont venues à moi en fait, de la presse et les boîtes. Et c'est comme ça que j'ai été embauché dans une startup spécialisée dans la data. Dans l'étude comportementale, de flux, d'achat, etc. Et j'ai bossé donc avec le PSG, l'AS Monaco, Bercy, enfin, je dirais pas sans rien connaître, mais par contre, en arrivant avec ce que j'ai appris du web, et après, par contre, mes collègues, oh, les pauvres, je leur posais des questions, j'essayais de comprendre, j'apprenais sans arrêt, quoi. Mais c'est ça aussi, tu vois, c'est cette richesse de partager notre savoir. Et enfin, je sais pas, moi je trouve ça kiffant en plus de s'intéresser même si c'est pas forcément quelque chose que je fais, mais de s'intéresser au boulot d'un data scientist. Comment il voit ça, pourquoi si, comment, enfin, tu vois. Donc voilà, je suis rentré dans la data comme ça. Et pareil, pour le product management, ben, du YouTube, des podcasts, des machins, etc. J'ai bouffé pas mal. Et là, par contre, j'ai fait un petit bootcamp chez Noé Product Management, de 4 semaines. Et puis voilà, donc product manager dans la data, donc back-end data aujourd'hui pour des grosses boîtes, alors qu'au final, tu vois, je peux pas dire que j'arrive et que je ne sais rien, parce que c'est pas une réalité. J'ai vraiment appris, j'ai bossé. Mais par contre, j'ai pas des diplômes dans ces spécialités-là, sauf le bootcamp de product manager. Et qu'en fait, ça reste possible, quoi. Ça reste accessible. Voilà. Ouais, Même si c'est un ouais. milieu très fermé et où il y a énormément de mecs. Mais voilà, on peut y accéder et se faire entendre aussi. Parce que ça aussi, c'est important. C'est un super message. Et tu vois, ça me fait penser à. En ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai dû regarder une vidéo d'Elon Musk sur YouTube et du coup, j'ai plein de suggestions de YouTube sur des réels avec Elon Musk ou ce genre de choses. Et il y en a une que j'ai vue plusieurs fois au final, donc c'est un message qui répète visiblement souvent. C'est sur la légitimité des gens qui ont fait des MBA. Et en fait, lui, il expliquait que, en tout cas de ce que j'ai compris, il le disait pas aussi clairement, mais que chez Tesla et SpaceX, donc ces deux principales boîtes, ils recrutent pas forcément des gens Ouais, qui sortent de MBA, tu vois, d'Harvard, Stanford ou autre, mais ils recrutent plutôt des gens qui, comme toi, en fait, tu vois, se un sont fait profil leur atypique, en fait. expérience, Ouais, bien sûr. exactement, et des profils atypiques, mais qui ont mis les mains dedans, tu vois, disons que le seul critère du diplôme, ça les intéresse pas du tout. Et je trouve que c'est une approche super intéressante. Et au final, toi, tu vois, t'en es un super exemple. T'es pas sorti d'une école d'ingé. Je n'ai pas d'école d'ingé spécialisée dans la data. Je sais pas s'il y en a en tête, mais tu t'es fait ton expérience et tu t'es fait ta stratégie de com. Et c'est ça qui a payé au final et qui fait Ouais. qu'aujourd'hui, tu sembles être hyper épanoui sur des projets qui ont l'air vachement intéressants. Ouais, et puis je suis à l'aise, hein. Je me sens pas. Je me sens pas. Alors, c'est quoi le Le truc syndrome de l'imposteur. Ouais, exact. Alors, déjà, Et c'est ouais. un truc qui m'irrisse le poil, qui m'énerve, même si je suis pas en train de dire que ça m'est jamais arrivé de me demander est-ce que je suis légitime ou est-ce que je peux le faire, ou etc. Bien sûr, je suis pas une machine, mais pour autant, à un moment donné, par contre, il y a quand même le switch qui se fait, quoi. Et c'est délicat et c'est difficile parce que, enfin, moi, je remercie en tout cas déjà cette boîte Openfield qui m'a donné ma chance là-dessus. Franchement, dans la data, j'y connaissais rien. J'ai appris avec eux, très clairement. Et, qu'est-ce que j'allais dire? C'est très difficile en France parce qu'on marche beaucoup au diplôme. Et en plus, avant, on marchait énormément au diplôme. Donc, c'était déjà très compliqué. Mais en plus, ces derniers temps, enfin un peu moins là maintenant, mais ces dernières années, dizaines, c'était horrible parce que c'était toujours soit une école de commerce, soit une école d'ingé. Putain, alors déjà, ça restreint quand même beaucoup, tu vois, le périmètre de chacun. Ensuite, tout le monde n'a pas les moyens forcément de faire une école de commerce à 15 000 euros l'année, je suis gentil, ou une école d'ingé, ou une prépa, les moyens financiers et autres, ou le réseau aussi parfois, hein, ne nous mentons pas. Et ça, c'est compliqué. Par contre, on sait que dans d'autres pays, il y a des gens qui effectivement
peut-être comme l'exemple que tu viens de donner, qui te donne ta chance sans que tu aies forcément le diplôme. Et qui en fait, on se rend compte que ça fonctionne. Donc peut-être qu'on peut se poser cette question en France en se disant, peut-être que c'est... Et puis ce qui me dérange le plus dans ces écoles d'ingé et ces écoles de commerce, je suis désolé parce que on a l'impression que je leur tape dessus, c'est pas ça, hein. Mais il y a un truc qui me rend dingue, c'est que finalement, alors Paul a fait l'école d'ingé de je sais pas, de Thiais, voilà, il y en a pas, mais peu importe. Arthur, qui a fait l'école d'ingé de Thiers il y a 15 ans, sait comment on pense dans l'école d'ingé de Thiers, puisque son cerveau est formaté comme ça, et qui se dit, ah, Paul postule dans ma boîte, il a fait l'école d'ingé de Thiers, donc je vais le prendre parce que, on va penser de la même manière. Super pour le challenge et puis l'ouverture sur la réflexion, quoi. Ça va être plus rapide parce que comme on pense de la même manière, on est connecté, donc on n'aura pas trop de temps à perdre, etc. Et finalement, je me dis, mais c'est dommage parce que non seulement on passe à côté de profils différents, mais en plus, elle est où cette richesse, quoi? Et à quel Ouais. moment, en fait, tu te confrontes ou comment dirais-je, tu te challenges, en fait, par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Vous êtes toujours entre vous à penser de la même manière. Finalement, Ouais. tu vas créer que des produits qui te ressemblent. Ouais, enfin, encore une fois, je tape pas sur ces écoles d'ingénierie de commerce, mais il y en a marre que ce soit toujours pareil, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, moi, j'ai pas de problème à le dire parce que je viens d'une école de commerce après 2 ans de prépa. Donc, tu vois, désolé. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, moi, je sais que, tu vois, ça, c'est un peu ce que je retiens quand même j'ai passé 7 ans chez Apple. Et Apple, c'est quand même une boîte. Enfin, en tout cas, moi, la branche dans laquelle j'étais, qui était la branche retail, donc tous les Apple Store, c'est vraiment un recrutement qui se fait, mais absolument pas. Peut-être d'ailleurs, c'est peut-être un autre extrême, absolument pas sur les diplômes. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça te permet d'avoir, si tu t'affranchis de ça, Ouais. en fait, tes filtres, tu les mets sur autre chose, tu vois. Des profils atypiques, la personnalité. Alors, pas forcément des gens extravertis, parce que souvent, on pense que si on regarde pas le diplôme, en fait, ça veut dire qu'on regarde le degré d'extraversion des gens. Mais en fait, pas forcément, tu Sans vois. avoir. Ouais. Euh, mais en tout cas, des gens atypiques, oui, on peut très bien être atypique et introverti. Mm. Et au final, ça a apporté une richesse, enfin, juste incroyable. Tu vois, moi, j'ai rencontré des gens chez Apple, mais des passionnés de tatou, des spécialistes d'origami, enfin, tu vois, des gens experts sur le tourisme autour du fromage de leur région, enfin, des trucs, mais des gens qui Oh. volaient, qui avaient passé leur brevet de pilotage à côté, enfin, incroyable, tu vois, vraiment, vraiment complètement fou. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Mais pour revenir sur ce que tu fais aujourd'hui, peut-être, parce que bon, moi, les termes que tu as utilisés me parlent, mais comment est-ce que tu expliquerais ton job de product manager dans Ouais. la data à quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose? Alors là, je vais quand même prendre 2 secondes. Alors, en tant que product manager, on va commencer déjà par phase. Alors, 2 phases product manager et ensuite backend data. En tant que product manager, concrètement, je prends le besoin des stakeholders, c'est-à-dire que je prends le besoin de la responsable du programme de fidélité France. En fait, c'est comme Monoprix, hein, mon programme de fidélité, c'est-à-dire que vous avez une carte de fidélité, que ce soit physique ou dans votre téléphone, enfin, numérisé. Vous achetez un produit, vous gagnez des points. Et après, je sais pas, quand vous allez faire vos courses, c'est pareil, au bout de, je sais pas, un mois, on vous dit, vous avez 50 points à utiliser avant 3 jours, quoi. Et vous les utilisez soit en achetant, en ayant une réduction, etc., etc. Donc c'est le même principe déjà. Sur le programme de fidélité, quasi, ils sont tous pareils. La différence avec Decathlon, enfin au niveau sport, c'est que c'est pas juste des points transactionnels, donc d'achat, c'est aussi des points émotionnels. C'est-à-dire que quand vous pratiquez 1 heure de sport, vous gagnez tant de points. Ah, Enfin, l'idée, c'est quand même d'amener les gens à faire du sport. Ça reste Décathlon. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, il y a ce truc de vraiment vous inciter à faire du sport. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors maintenant, en tant que product manager, donc je prends effectivement le besoin de mon stakeholders numéro 1, qui est la responsable du programme de fidélité France. Voilà. Je prends les infos, ça peut être du marketing, ça peut être de la DAF. Enfin, je prends les besoins de chacun. Voilà, je regarde ce qui se fait sur le marché, ça aussi. Concrètement, j'essaie d'imaginer, euh, de faire évoluer le produit avec mes techs. Donc j'ai une équipe tech qui bosse avec moi. Et j'essaie d'imaginer ce que le client
espère, attend de mon produit, ce qu'il comprend du produit aujourd'hui et comment il aimerait que le produit soit demain, tout en essayant de répondre aux besoins de l'entreprise, qu'ils soient financiers ou autres. Ok. Donc ça, c'est d'un point de vue product management. Alors, j'espère que j'ai été clair. Et d'un point de vue data, concrètement, back-end data, ça veut dire que quand vous faites une activité sportive, sur une des applications de sport de Decathlon, on va dire Coach par exemple, vous synchronisez votre montre Polar par exemple avec votre application. Cette information que Polar transmet à Decathlon disant que vous avez fait 1 heure de sport, moi je la récupère, donc c'est de la data. Cette information, je la partage à un partenaire qui, lui, met un certain nombre de points, qui fait des calculs en se disant « Ah, il a fait 1 heure de sport, Loïc a fait 1 heure de sport, donc ça veut dire que je dois lui donner 100 points. » Moi, je récupère cette information-là, à nouveau. Et ensuite, vous, en tant que client, vous disposez de cette information-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez sur votre application, vous regardez « J'ai 100 points ». Ensuite, on vous dit, je sais pas, à la fin du mois, vous devez utiliser ces 100 points-là. Soit vous achetez un produit, soit vous faites, n'importe quoi. Et moi, je récupère toutes les informations. C'est-à-dire que dès qu'il y a une action, ça correspond à une information. Voilà. Ok. Donc, j'essaie de faire en sorte de récupérer toutes les infos d'un peu partout. Et comme Decathlon, c'est grand et qu'il y a beaucoup de produits digitaux, ça fait beaucoup de données. Mais c'est génial parce que ça veut dire que ça touche à la sécurité, ça touche à un peu de tout et c'est vachement riche et tous les jours c'est challengeant, justement en ce moment. Eh ben, écoute, peut-être la prochaine phase de questions, ce serait pour ces deux ONG, enfin ces deux associations que tu as mentionnées. C'est ton implication avec ces assos, ou en tout cas, il y en a une que... Attends, ça on le coupera, mais tu as créé les deux ou il y en a une que tu as... Non, il y a une où je suis board, Ok. Premier Cordée, et une que j'ai co-créée. On est plusieurs Ok. en fait. C'est l'ONG pour sur la paix. paix. Ouais. Ok. Donc ton implication dans ces deux associations, c'est quelque chose que tu as entamé quand tu étais déjà athlète, ou c'est arrivé au moment où tu as fait cette transition? Alors, il y a deux assos. Une association qui s'appelle Premier Cordée, donc je viens d'en parler. Elle, en fait, j'avais été approché par Sébastien Ruffin, qui travaillait à la région Île-de-France à l'époque. En tant qu'athlète, on était un petit peu ambassadeur de la région, c'est-à-dire qu'on allait dans les collèges, les lycées, on parlait aux jeunes de notre sport, de notre vie professionnelle à travers le sport. Je crois que ouais, il y avait déjà les Jeux. Donc on partageait aussi des moments avec notre médaille olympique, avec eux, etc., etc. Et en gros, on leur disait, à l'époque, il n'y avait pas Mbappé, mais aujourd'hui, en tout cas, je le fais. Et je dis, on va pas tous être Mbappé. D'ailleurs, il n'y en a qu'un déjà. Et en fait, ça se trouve, vous avez ce projet d'être pro, mais peut-être que ça va pas fonctionner. Et, il faut peut-être se préparer, et etc. Mais aussi, ça peut très bien fonctionner. Et enfin, bref, on échange avec eux. Et on échangeait, puisque je parle de l'époque. Et en fait, lui, quand il a quitté la région Île-de-France, il a bossé pour cette association-là. Et puis du coup, depuis quand même pas mal d'années, du coup, je suis au bord de cette association-là. Mais malheureusement, j'ai pas énormément de temps à leur consacrer ces dernières années. Mais j'aimerais bien consacrer beaucoup plus de temps justement à partir de juin là. Donc ça va être cool. Il y a une grande opération qui se tient au Stade de France, qui est un partenaire de Premier Cordée, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Il y a Thierry Omeyer, il y a Kylian justement qui vient, il y a Arsène Wenger, et puis des gens de la Starac, il y a un peu de tout. Donc, où là, tu as plein d'enfants, à la base, c'est des enfants hospitalisés, on est d'accord, qui viennent et qui passent un moment de ouf, une journée avec les athlètes. Tu as plein de stands, escrime, foot, hand, danse, n'importe quoi. Et c'est plutôt cool. On voit bien qu'on leur fait du bien, donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, la Freedom Butterflies, l'ONG de la paix, elle a été pensée par Odile, une personne que je connais depuis quelques années. Et en fait, on l'a lancée en fin d'année 2000, on est en quoi, 22, 21. Et avec le Covid enfermé chez soi, des fois on s'y perd au niveau date. Ouais. Et puis voilà, on l'a lancé il n'y a pas longtemps. On a notre première action fin mai, le 21 mai.
justement, Excellent. avec plein de jeunes, alors on a plusieurs pôles, parce que je ne l'ai pas présenté pour le coup, celle-là. On a un pôle sport, un pôle artistique, peinture, enfin artistique quel qu'il soit, et puis on a un pôle nature, découverte de la nature, compréhension, etc. Et donc là, ce 21 mai, une soixantaine de jeunes passeront un moment avec ces trois pôles-là, des exercices, des ateliers, etc. avec ces trois pôles-là. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, on fasse venir aussi, enfin dans mon pôle sport, en tout cas des athlètes pour échanger aussi avec les enfants. C'est quoi la paix pour vous? Quel est l'impact? Quel sport vous faites? Quel est l'impact? Quelles sont les valeurs importantes pour vous? Quel est l'impact, je sais pas, de la paix sur vous, le lien entre la paix et le sport, etc. etc. Donc, c'est quand même des choses qui sont quand même importantes parce que l'idée, quand même, c'est que derrière, ça soit quand même de futurs parents et futurs votants. Hein. On est quand même dans un monde où, en ce moment, bah, dans certains pays, l'extrême droite a quand même le pouvoir. Et des fois, ça part un peu en vrille. Donc, voilà. Ce sont des projets importants, en tout cas, importants pour moi, en tout cas. Top. Voilà. Ça doit être super intéressant pour ces associations d'avoir des profils comme toi, au-delà du fait qu'évidemment, tu amènes ta personnalité, ton énergie, etc. Mais j'imagine qu'en tant que sportif de haut niveau, il y a aussi plein de... Enfin, que tu amènes aussi un réseau. Si toi, tu es sur la partie sport pour Butterflies for Freedom, Freedom j'im- Butterflies. Freedom Butterflies. Mm. J'imagine que voilà, toutes les connaissances, tous les liens que tu as pu créer avec d'autres sportifs de haut niveau quand tu étais, en équipe de France, bah, ça te permet aussi de donner tout de suite plus de visibilité à ce genre de projet. Bah, quand je peux le faire, je le fais. Bah, si on prend l'exemple de Freedom, on a un gala pour lever des fonds un peu, parce que bah, tous ces events qu'on fait pour les jeunes, à un moment donné, enfin, on les paye nous-mêmes. Donc Ok. l'idée, c'est de récupérer des fonds justement pour ces activités-là. Par exemple, ben, on a des sportifs de haut niveau qui nous ont offert, qui nous ont donné ben, un masque, je sais pas, une tenue pour Pascal Gentil. Bon, je reconnais que je l'ai récupéré, donc je l'ai essayé. Il est vraiment grand. Son pantalon m'arrivait quasi au niveau de la poitrine. Enfin, franchement, les gars, c'est quoi ces jambes? Le bonnet de Malia Metella qui a fait la traversée du lac, Titicaca, pardon. Enfin, un peu de tout. Côté artiste, on a Jocelyne Bérard, peut-être qui va nous offrir un disque d'or de Kassav. Enfin, Ah on ouais. a un peu de tout, donc on va quand même essayer de vendre ces objets justement pour récupérer des fonds. Et du coup, oui, je me suis servi de mon réseau pour côté sport là-dessus. Et quand je peux le faire, je le fais. Ouais. Après, c'est vraiment une question de temps et c'est vraiment ça qui me dérange le plus. Mais j'aimerais euh, donner beaucoup plus, avoir plus d'implication en tout cas au Ouais. sein Ouais. d'EV, quoi. Excellent. Excellent. Et par curiosité, est-ce que tu as un sport qui a remplacé l'escrime? Alors, pas forcément au niveau de l'intensité, tu vois, et du niveau auquel tu le pratiques, mais est-ce que tu restes sportive aujourd'hui? Alors, ça a été compliqué, comme je te dis, cet accident en 2014 était quand même très lourd. Donc, pendant des années, j'ai eu beaucoup de kiné, jusqu'à récemment. Maintenant, ça va mieux, mais je suis plutôt sur de la réathlétisation D'accord. plutôt que de reprendre une activité. Par contre, il y a des choses qui me font toujours kiffer. La boxe et le taekwondo. La boxe, c'est simple parce que les déplacements sont quasi les mêmes que l'escrime. Sauf que nous, on est plutôt devant, derrière. Et à la boxe, tu peux bouger un peu partout. Mais sinon, les déplacements sont les mêmes. Donc, ça, c'est plutôt cool. Taekwondo, j'en avais fait quand on s'était pas qualifié pour les Jeux Olympiques de Londres. J'avais Ok. kiffé, et puis je peux te dire que mon allonge finalement était plutôt pas mal. Merci Gladys et Michael Bourreau. Donc ça, c'était plutôt cool. Ouais, tu vois, toujours un peu des sports de combat-opposition parce que ben, j'ai toujours kiffé ça, j'adore la lutte, enfin voilà, j'en ai fait aussi très jeune. Mais au quotidien, je pense que ben, la boxe, vraiment, parce que finalement, je trouve que c'est un sport complet au niveau de la préparation physique et puis en plus, j'aime ça. Et puis, je sais pas si ça dit fitness, mais en tout cas, bah, du TRX, du HIIT, tu vois, des trucs de genre. Ouais. Je sais pas, je sais pas ce que ça représente d'ailleurs, si c'est du fitness ou autre chose, mais bon, bref. Du sport qui fait un petit peu mal, quoi, Ouais. mais qui fait Ouais. du bien. Voilà. Et ça,
Je pense que je vois ce que tu veux dire, mais je ne sais pas si ça parle à tout le monde, tu vois, sur cette recherche de se faire mal. Quand tu le dis comme ça, en fait, je me suis rendu compte après avoir arrêté le sport de niveau que quand tu sors des expressions comme ça à des gens qui n'ont pas forcément Ça me pratiqué, passe pas. ça surprend un peu, tu vois. J'avais eu Marie-Laure Brunet qui était À triathlon, non? ouais, À biathlète. biathlon. Ah. Et à un moment donné, dans l'épisode, elle dit ça, tu vois, elle disait, voilà, ce qui la faisait kiffer, elle, dans le biathlon, c'était le goût du sang dans la bouche. Et il y a des gens Je qui ont vois. écouté l'épisode, qui sont venus me voir après, et qui faisaient pas de sport, et qui me disent, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Donc, mais bon, je crois que je vois tout à fait ce que tu veux dire quand tu dis des activités où tu te fais un peu mal. Pour autant, voilà, tu as pratiqué l'escrime quand même pendant un bon moment et à très très haut niveau. Est-ce que tu dirais que tu arrives à trouver aujourd'hui dans ton activité pro, euh, alors peut-être pas les mêmes sensations, mais ce niveau de challenge, pour le coup plutôt intellectuel cette fois, qui t'a drivé pendant des années en escrime? Je pense que je ne retrouverai jamais le même niveau si on peut faire le transfert. L'escrime, c'est une passion folle chez moi, depuis vraiment l'âge de mes 6-7 ans, je pense. D'ailleurs, période à laquelle ben, on a menti à ma mère pendant longtemps quand ma prof était malade, hein, pour que mon frère m'amène à l'escrime, très clairement, Ah ma ouais. prof de danse. Donc c'est très clair. Ouais, c'est un sport que j'aime et que j'aimerais toute ma vie, je pense, très clairement. Euh, donc je pense que c'est. Par contre, le challenge intellectuel, il est au max parce que je kiffe le product management et je kiffe tout ce qui est tech et la data et qui touche à la data. Donc je suis quand même, je suis pas à mon 110% d'escrime, mais je suis quand même à mon 90% de plaisir, quoi. Donc c'est Ok. quand même plutôt kiffant. Après, reste à savoir bah, quels sont les produits ou les boîtes, tu vois. Je suis pas sûr de. Je dis ça, mais j'en sais rien. Mais bon, quand même, je suis pas sûr de bosser un jour peut-être pour Total. Tu vois, après, c'est une question aussi de valeur ou de. Hmm. Je pense que c'est voilà, c'est plutôt une question de boîte ou de projet, enfin d'entreprise ou de projet, plutôt le truc qui me branche. Ce que j'aime bien avec Decathlon, c'est que c'est une boîte, c'est une entreprise, on a l'impression de l'extérieur qu'ils font des choses pour essayer d'innover, innover dans le sport. Ensuite, ils font des choses pour que les gens se mettent au sport. Et en plus, euh, on a l'impression que c'est une boîte cool. Et en fait, quand tu y arrives, ces gars-là, ils sont vraiment sérieux. Ils sont vraiment human-oriented. Moi, ça m'a choqué. C'est la première fois où je rentre dans une boîte. Et enfin, moi, ma première semaine, je leur ai envoyé un mail le vendredi soir. Je leur ai envoyé un mail en disant merci, génial, c'est un accueil incroyable. Parce que j'avais jamais ressenti ce truc-là, hormis dans le sport, dans une boîte. Et ça, j'ai trouvé ça super kiffant. Et en fait, ce qu'ils disent, ils le font vraiment en interne chez eux. Donc tu vois déjà ça change vachement. Et tu Ouais. te dis, même si le projet t'intéresse un peu moins, ce qui n'est pas le cas, bah déjà ça te fait monter ça upgrade ton truc. Donc ça c'est cool. Et après, dans la même question pour le sport, le nouveau sport, je pense que je suis quand même dans les 80% parce que c'est aussi, bah, tu vois, la boxe et le hit, enfin, des trucs qui me font du bien, que je kiffe. Et même s'il y a cette notion de douleur et souffrance, je sais que ça me fait, je souris par rapport à tout à l'heure, mais que ça me fait du bien mentalement et ça me permet Ouais. d'être présente. Donc ça, c'est plutôt cool. Top. Excellent. Excellent. Eh ben écoute Sarah, on arrive à la fin. Franchement, c'était juste passionnant de découvrir un peu plus dans le détail quand même ton parcours de sportif de haut niveau et puis cette transition que tu as gérée et tous les projets sur lesquels tu t'impliques. Est-ce que toi, tu aurais... parce qu'au final, moi, ce que je retiens quand même, c'est que, en tout cas, la première partie de ton parcours, elle a commencé... Enfin, t'as pris ton envol, évidemment, parce que tu étais une travailleuse acharnée et que tu t'es beaucoup entraîné, etc. Mais aussi par cette première rencontre avec cet entraîneur qui a Ouais. fait sauter peut-être certaines croyances, tu vois. Et franchement, c'est un peu un fil rouge avec beaucoup, beaucoup de sportives et de sportifs que je rencontre. Et puis globalement de gens qui font des choses extraordinaires, c'est le poids des rencontres. Tu vois, et Ouais. parfois juste la phrase, le conseil de quelqu'un. Donc j'aime bien demander, tu vois, systématiquement, qu'est-ce que toi tu conseillerais aujourd'hui, tu vois, à ces personnes qui nous écoutent. Bon, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Et ça, je me rends compte aussi bien dans le sport, dans ma vie carrière, ma vie
sportive, mais aussi dans ma carrière tech à l'heure actuelle. Euh, des embûches ou des problèmes, des situations qui ne nous conviennent pas, on en trouvera toujours parce que ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Pour autant, on a tous quelque chose à faire et on peut tous le faire. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que je pense qu'on est tous capables de faire quelque chose d'extraordinaire sur Terre. Moi, mon truc, ça a été d'être médaillé olympique. Je pense que chacun à son échelle, chacun dans son domaine peut faire quelque chose qui peut peut-être même avoir un impact sur la vie d'une autre personne et changer sa vie, en fait. Et ça, c'est quand même quelque chose, si on prend le temps d'y réfléchir, c'est quand même quelque chose qui peut être extraordinaire, quoi. Même un truc tout con, hein. Moi, il m'arrive dans la rue de croiser des gens que je connais pas et de voir qu'ils sont beaux et super bien habillés. Bon, j'aime bien la mode, j'aime bien les couleurs et je me dis, waouh, vous êtes magnifiques aujourd'hui. Et en fait, quand vous regardez les gens, quand tu regardes comment ils réagissent et qu'ils sont contents, en fait, tu te rends compte que tu as changé leur vie, peut-être leur journée, pardon, je m'emballe, voire leur semaine, quoi. Et je Ouais. trouve ça génial parce que c'est tout simple, mais en fait, ça fonctionne. Donc, je dirais d'abord, si vous avez un objectif, un rêve, enfin, parce que pour moi, tout part du rêve, en fait, que ça soit l'escrime pour la médaille olympique, que ça soit d'être product manager ou bosser dans la data, ça reste un rêve et ça reste mon rêve. Beaucoup de personnes n'y croyaient pas, mais je m'en fous parce que c'est le mien et je me donne les moyens d'y arriver. Donc, tout part d'un rêve pour moi déjà. Ensuite, bien s'entourer. On aura forcément des gens qui seront là pour un peu nous casser, d'autres qui auront toujours peur. Par exemple, moi, quand je change de taf, je dis pas à ma mère que je vais changer de taf. Parce que ma mère, elle pose toujours questions, beaucoup de questions. Elle a peur, elle a ce côté un peu peur. Il y a le chômage, etc. Ça va être l'horreur, tu vas souffrir. Alors qu'en fait, ben non. En fait, moi, j'ai plutôt envie que tu m'encourages et me soutiennes. Donc, je prends tout son amour, mais toute sa peur, je la garde, je la laisse la garder. Et du coup, je lui dis juste à la fin, ben en fait, voilà, j'ai changé de taf, je fais ci, je fais ça, et etc. Parce que c'est plus simple pour moi. Donc toutes les peurs, les frustrations, tous les trucs que les gens projettent, parce qu'en généralement c'est ça, en fait, c'est eux leur propre peur qu'ils projettent sur vous et ils vous plombent. Essayez de garder ça loin de vous, quelle que soit votre stratégie. Celle de ma mère fonctionne, trouvez votre truc, mais voilà. Aussi, vous verrez aussi des personnes qui ne croient pas en vous. Moi, ma prof préférée, enfin ma prof pendant longtemps, quand j'étais au collège, je ne croyais pas en moi. Elle me disait que j'allais jamais réussir, que j'allais jamais rien faire. J'ai mis beaucoup de temps à me dissocier de ça et m'éloigner de ça. Et en fait, ça, c'est un impact qui est très important sur qui on est et comment on se forge, surtout quand tu es au collège, tu es en train de grandir, quoi. Donc, essayez de bien vous entourer parce qu'en fait, les personnes qui vous portent vont vous amener à réaliser votre objectif. Donc, tant qu'à faire, si vous pouvez même vous entourer de personnes qui ont à peu près le même objectif que vous, qui sont sur un truc qui monte, ça vous permettra toujours de vous nourrir en fait de cette richesse et cette excitation en fait. Ça, et puis, je sais pas, je dirais step by step en fait. Quand on arrive et qu'on se dit, voilà, je commence au taekwondo et dans 4 ans, je vais être médaille olympique, ça peut arriver, ça arrivera pas tous les jours. Donc, je pense que c'est un humain sur un, beaucoup. Mais sinon, on peut déjà se dire, bah, ok, je commence par travailler tel geste. Bon, déjà, je commence par faire tel truc. Ensuite, ben, je commence quand ça va mieux et que je suis dans le truc, ben, j'essaie de gagner une compète. Enfin, step by step, à vous de vous mettre un objectif et de marche après marche, d'avancer vers cet objectif-là. Quand parfois vous vous viandez, je dirais pas que c'est pas grave, parce que le nombre de fois où j'ai entendu quand tu perdais, bah c'est pas grave. Non, c'est horrible. Tu mets toute ton énergie là-dedans, t'as pas envie que ça se foire. C'est plutôt regardez pourquoi vous perdez ou pourquoi ça n'a pas fonctionné. Prenez un peu de recul quand vous pouvez le faire, et puis après, ajustez. Mais en tout cas, l'objectif ne doit pas changer. S'il est réaliste et atteignable, et même difficile, il ne doit pas changer pour autant, en fait. Donc, marche par marche, ça va le faire, quoi. Et bien s'entourer, son propre objectif, et se l'approprier. Moi, je pense que Génial. c'est la recette, et moi, je l'applique encore aujourd'hui pour tout. Et bon, voilà. Je vous souhaite que si ça vous l'appropriez, que ça fonctionne en tout cas. Super. Bah, écoute, vraiment, un grand merci, Sarah, pour ton temps, tout ce que tu as bien voulu partager. Et puis, s'il y a des gens qui veulent entrer en contact avec toi, le mieux, c'est quoi? C'est LinkedIn ou par exemple, pour, tu vois, des conférences ou pour échanger Ouais. sur la data? Alors LinkedIn, même si je réponds pas toujours tout de suite, ça c'est clair. Et puis Instagram, voilà.
Twitter, Instagram, ok. je réponds carrément pas parce que les gens ils envoient des messages tout le temps et en fait c'est un peu fatigant. Ouais, Mais j'imagine. LinkedIn et Instagram, ouais. Ok, excellent. Bah, je mettrai tout ça en description de l'épisode. Merci beaucoup Sarah pour ton temps, Merci à toi. encore une fois tout ce que tu as bien voulu partager, c'était juste passionnant. Et puis bah écoute, je te dis à une prochaine alors. Bah ouais, c'était super cool, merci encore et puis longue vie frappée. Merci Sarah.